Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Short Circuit, un film sorti en 1986 de John Badham. C'est un film avec Ali Sheedy, Steve Guttenberg, Fisher Stevens et Austin Pendleton. C'est un film qui a coûté 9 millions de dollars, il en a rapporté 40, il dure 1h34 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h34 ? Eh bien c'est un robot, c'est l'histoire d'un robot créé à des fins militaires par le professeur Newton Crosby et son assistant Benjamin Jarvie, qui a été frappé par la foudre et qui devient vivant et va partir à découvrir le monde dans une formidable aventure. J'ai fait cette critique après le deuxième et j'ai vu le premier, je crois, après le deuxième. C'est très particulier en fait le rapport que j'ai avec ce film. Je l'avais vu vraiment quand j'étais tout petit, hein, le deuxième aussi, le deuxième volet que vous aurez un peu plus tard dans la journée. Donc oui, alors Short Circuit, un classique des années 80, c'est un film lié à notre enfance. Généralement, ceux qui ont vécu dans les années 80, ils ont vu ce film, mais il fait partie de ces films qu'on ne se remémore pas instantanément. Quand on les revoit adultes, c'est pas vraiment, en ce qui me concerne, la Madeleine de Proust. Ce sont des films qui testent notre nostalgie. Il y en a qui passent le test et d'autres pas du tout. Le deuxième a été ma Madeleine, mais pas le premier. Alors c'est un scénario de S.S. Wilson et Brun Maddock qui a été inspiré du sujet d'études relatif à E.T., l'extraterrestre, donc le film de 1982, qu'ils avaient rédigé à l'université de Caroline du Sud. Voilà pour la petite anecdote inutile, mais voilà, il y a quand même un lien. Voilà, avec E.T. l'extraterrestre, la rencontre qui se passe dans Short Circuit dans une camionnette. C'est un film aussi sensoriel comme les E.T., c'est un robot qui explore les sens humains et la société humaine comme E.T. le fait exactement dans le film de Spielberg. Mais ça va bien sûr pas aussi loin que E.T. C'est un espèce d'ersatz, de copie clairement de E.T. Une copie aimable. Elle est polie la copie. C'est une copie aimable mais elle est assez prévisible pour certains. Il y a une référence aussi. Alors ça je savais pas. Je ne savais pas mais j'ai adoré. Une référence à La fièvre du samedi soir, donc le film, le grand film de 1977 avec John Travolta. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce film, Short Circuit, c'est réalisé par le même réalisateur que La fièvre du samedi soir. Et j'avais complètement oublié. Donc le mec se cite lui-même quand il fait une danse assez folle, où on a le robot qui est en train de danser, qui est filmé comme un humain avec cette femme, une femme... une défenseuse des animaux, et il danse comme ça dans le salon, c'est assez formidable. Et il y a le robot qui chante aussi les paroles des Bee Gees. C'est très rafraîchissant comme séquence, et c'est une séquence forte du film. Clairement, c'est l'opposé, je crois qu'on peut le dire aussi, c'est l'opposé de Terminator. Donc le film sorti en 1984, ici nous représentons un robot gentil, qui est d'ailleurs au début du film présenté comme un robot méchant avec des yeux rouges, donc on nous rappelle tout de suite Terminator, mais après nous allons avoir une dédramatisation et une comédie d'aventure avec ce robot. Donc on essaye de se placer par rapport à E.T., par rapport aux années 80, par rapport au film de robots précédent. Donc c'est un film qui essaye de tirer son épingle du jeu. C'est un film qui est aussi issu de son époque, non seulement des films qui l'entourent, mais aussi de l'histoire. Il y a une référence à la guerre froide. Ils évoquent au début du film une mission où les robots poseraient des bombes à Moscou. Faut dire que la guerre froide, elle était encore bien présente, hein. Je ne suis pas un expert de l'histoire américaine, mais il est bien certain que ce type de scénario est aussi favorisé par les années Reagan. Les hard bodies, les corps robotiques, prévus pour être des machines à tuer, qui deviennent après des êtres sensibles. Typiquement ici, nous avons des robots qui deviennent sensibles, comme on a eu par exemple Rambo. Voilà, Rambo, c'est l'homme sensible. Quand vous voyez le premier Rambo, c'est un corps automatique, un corps robotique et musclé qui devient un corps sensible, parce qu'on lui rappelle des traumatismes. C'est ça, Rambo. Avant tout, avant d'être une machine à tuer. Mais bien sûr, ce n'est pas populaire tout ça, ce n'est pas correct, donc on en a gardé l'image de l'être musclé qui défonce tout sur son passage. Mais de même que je pense qu'on peut aller plus loin. Imaginons qu'il s'agit pour les auteurs de Short Circuit de parler des déserteurs de la guerre, du Vietnam, aliénés, ils réapprennent à vivre en société. Comme le robot s'échappe du complexe et va apprendre à vivre, à ne plus avoir ses réflexes de guerrier. Et ça ouvre dans ce cas-là, dans le film, de nouvelles perspectives, vous ne trouvez pas ? Je pense qu'on peut le voir comme ça.
Il y a des perspectives à mettre en rapport avec l'histoire américaine qui peuvent rehausser la valeur du film. C'est un film, par exemple, sur la sécurité, avec les futures guerres sans humains, où la menace serait une compagnie, donc non plus forcément les militaires, mais une compagnie qui englobe la force militaire. On a encore un autre exemple dans les années 80 avec Robocop, qui est contrôlé par l'OCP dans le film. Et bien ici, nous avons encore une autre compagnie qui contrôle le robot. Il y a beaucoup de clichés des années 80 dans ce film, hein, mais après c'est plus facile. Et dans les années 80, il n'y avait pas trop ce problème de « Ah, c'est cliché, c'est mauvais ». On l'acceptait, mais complètement. Sûrement que les clichés d'aujourd'hui viennent des années 80 en principe. Donc c'était plus facile pour ces années de faire des grosses ficelles. C'est un film qui est coincé entre la comédie d'aventure et le film de science-fiction. C'est un film qui semble sérieux et froid au départ, mais il commence à se décaler lentement pour devenir une comédie. Et c'est assez ingénieux parce qu'au début, voilà, ça a l'air super froid, c'est pas très engageant. Et puis il y a un moment où il y a la déconnexion. C'est quand le robot ne suit plus la ligne dans le couloir et qu'il vient se confronter à une porte. Pourquoi il ne peut pas passer à la porte? Et on commence à l'entendre émettre des petits bruits. Et le film commence à bifurquer. Il a tendance à traîner certaines fois. Par exemple, il y a une séquence de pique-nique qui n'en finit pas. Le build-up, même si je déteste ce terme, hein, l'anglais, le build-up, c'est une construction qui amène à un achèvement, le build-up, tout en gardant une cohérence narrative, tout en attisant l'intérêt du spectateur et stimule l'intrigue. C'est comme avoir de bons ingrédients pour faire un gâteau, c'est un peu ça. Et bien ce build-up, il est un peu court-circuité par des scènes qui sont un petit peu trop longues. Ça ne s'enchaîne peut-être pas assez vite, mais après ce sont des rythmes qui sont différents d'aujourd'hui. Là je pense que j'ai une vision biaisée, parce que j'applique à ce film-là des années 80 un regard qui est le regard de quelqu'un qui a vécu dans les années 90 et 2000. Donc ce n'est pas exactement le même rythme, il faut aussi l'accepter complètement, parce que sinon on se bloque très vite. Et donc il faut accepter aussi tout ce développement de personnages qui est peut-être un petit peu maladroit, des personnages qui sont peut-être un petit peu trop clichés, des paroles aussi qui sont clichés, tenues en principe par le robot anthropomorphisé. Donc au début on joue sur un peu la fragmentation, la construction robotique de notre héros, et puis après, cette machine devient sympathique. Il y a un rapport très similaire qu'on peut faire avec E.T. Concernant numéro 5, donc. Bien entendu, c'est un peu le même ressenti par rapport au personnage. On a peur au début, et après on va avoir une identification chancelante, et à la fin, on a envie qu'il réussisse. Et c'est ce que je ressentais un petit peu avec E.T. et ce que je ressens aussi avec numéro 5. Le robot assimile aussi cette perspective-là, comme il assimile des encyclopédies, des heures de programmes de télévision, et ça le rend complètement fou, hein. Lui aussi, il ne sait pas trop où il est, et à la fin, il est comme un coq en pâte. Il rencontre différents personnages, Stéphanie Speck. Alors Speck, en alsacien, ça veut dire le lardon, si je me trompe pas. Mais c'est pas un lard, la femme elle est très jolie, elle est obsédée par les animaux, mais c'est aussi un personnage très optimiste. Et il y a aussi le scientifique, qui est une sorte de geek de service, qui n'est soi-disant pas sorti de son labo, ça j'y crois pas une seule seconde, mais bon, ça le fait bien quoi, pour caractériser un maximum le personnage quand il va rencontrer la Speck là, et avoir une petite amourette. Ce qui est intéressant parce que on a le robot qui lui aussi semble être amoureux de Stéphanie. Mais étant donné que c'est un robot, c'est pas lui qui veut la pécho, c'est le scientifique. Voilà, donc c'est comme ce que je disais pour la critique de Bossu de Notre-Dame, c'est pas le moche qui va pécho la femme, c'est le beau avec des cheveux blonds. Non mais c'est un peu ça, c'est dommage d'ailleurs, ils auraient pu, mais bien sûr là ça aurait été trop subversif. Non, ils font un ménage à trois. Mais oui, il y a une perspective d'amour dans le film qui est intéressante, mais qui est un petit peu gâchée parce que on ne laisse pas la chance au robot. Non, la femme parce que la femme, elle a aussi des goûts qui sont bien arrêtés. C'est-à-dire, c'est les hommes, ce sont pas les robots qui l'intéressent. Donc le pauvre Johnny 5, je pense qu'il ressentait quand même quelque chose proche de l'amour, mais peut-être pas quelque chose comme nous les humains. Donc je pense que quand vous regarderez le film, vous serez un peu sensible à cette perspective de couple. Qui est avec qui et comment ça se passe les relations humaines avec le robot aussi, surtout bien sûr. Vous avez aussi le méchant militaire qui est une énorme caricature. Maintenant c'est plutôt
la vilaine compagnie internationale, mais il y avait encore des militaires à cette époque-ci, c'est un peu ridicule, le militaire là, oh, il faut le détruire et tout ça. Et il envoie les autres robots en plus, il envoie les autres robots qui n'ont pas dysfonctionné pour l'attaquer, le pauvre robot, le pauvre Johnny 5. Mais comme dit Johnny, la vie, ce n'est pas un mauvais fonctionnement. C'était un petit peu la catchphrase de la campagne marketing. C'était une phrase très très forte pour définir le fait qu'il soit vivant. Il y a un dernier personnage, j'en parle rapidement parce qu'il va avoir une grande importance dans le deuxième, c'est Ben. Alors Benjamin, alors lui, il a vraiment un tout petit rôle dans celui-ci, mais autant dans le deuxième, il est très bien écrit, ici, c'est ridicule. Ici, c'est l'espèce de puceau qui a trop envie de se faire une femme. C'est pourri. C'est l'Indien qui veut tester le Kama Sutra. Mais c'est juste insupportable, parce que la moindre réplique qu'il a, il y a des références au sexe. Voilà, avec vraiment le puceau qui parle du sexe un peu coincé et tout ça. C'est juste insupportable. Il est plus raisonnable en termes moraux que l'autre scientifique, mais sauf quand il s'agit de sexe. Alors là, c'est ridicule. Surtout la VF n'arrange pas l'affaire. Mais bon, c'est un rire bon marché, on va dire. Oui, voilà. C'est un rire bon marché. Il y a des situations qui sont censées faire rire. Vous allez pas rire, mais vous allez comprendre le gag. Et vous allez esquisser un sourire. Short Circuit adopte un look de vieux film live Disney, d'après Vincent Canby du New York Times. Je trouve que c'est intéressant quand même de lire les Anglais parce qu'ils font des rapprochements qui me parlent. Oui, du Disney. Parce que c'est optimiste. Parce qu'il y a un côté découverte du monde. Le Candide qui découvre le monde. Et ça, on le voit beaucoup chez Disney. C'est un film dont la mise en scène est un petit peu bricolée. On le sent. Quand vous voyez le film, vous sentez qu'il y a eu des bricolages et tout ça et qu'il n'avait pas une masse de budget. C'est un tout petit film là. Les décors finaux du film font cheap. Ça fait carton plastique. C'est le robot qui a coûté très très cher. Il a été designé par Sid Mead et Eric Allard qui ont travaillé sur Blade Runner et Tron. Rien que ça. Bien entendu, plusieurs robots ont été créés pour ces scènes. Le reste du film n'a pas été très coûteux, ça se voit, vraiment ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tout le budget est passé dans les différentes copies du robot. Alors, chose que je ne savais pas, je ne m'attendais pas à le voir en critique, mais le robot a été doublé en temps réel. Bien que certaines répliques ont été refaites en post-production plus tard. La machine a été contrôlée à distance, bien naturellement, avec des contrôles pour chaque membre, et ça a été doublé en temps réel, ce qui renforce l'aspect réaliste et la présence vraiment réelle du robot devant nous sur notre écran. Parce que ce film, c'est un film aux effets spéciaux d'avant l'ère numérique. Ne nous voilons pas la face, on peut être sûr qu'aujourd'hui numéro 5 serait en CGI. Wall-E est un hommage total à numéro 5 dans Short Circuit et Appelez-moi Johnny 5, la suite. C'est complètement un hommage. Le Wall-E est du pur numérique. Bien sûr, c'est un film d'animation en synthèse. Mais à l'époque, eh bien, il y avait du trick de tournage. Et c'est ça qui était super impressionnant. Le robot était vraiment là, présent, et il fallait lui faire des tonnes de machins. Donc il y a un trick de tournage et de montage. On fait des coupes, et on a des plans rapprochés pour certaines actions, des inserts aussi. Au lieu de plans généraux, on verrait le robot faire l'action en entier. Dans les films avec de l'image de synthèse, eh bien sûr on peut faire le robot qui fait des trucs hallucinants en plan général, mais à l'époque on ne pouvait pas, parce que le robot était incapable de le faire. Donc ils font des plans plus rapprochés, voilà, avec des inserts, et on peut aller encore plus loin. On peut même parler du texte de Bazin, je crois que c'est lui qui l'a écrit, le montage interdit. Quand vous voulez monter une cascade ou quelque chose de spectaculaire, vous la montrez en entier, dans un plan large. Ici, ce qu'ils font, et c'est là que le montage est interdit, et que le montage est tricky en fait, que c'est du bricolage, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est qu'ils vont te faire des petits découpages un peu étranges pour faire l'action, alors que la machine n'est pas vraiment en mesure de faire, par exemple, de prendre un objet ou de prendre des choses comme ça. Il va te faire des prises, des tonnes de petites prises, avec des inserts pour presque un plan pour une action, au lieu de faire l'action même entière en un seul plan large. Donc les plans larges où vous voyez le robot interagir sont assez impressionnants. Il faut aussi remettre ça en contexte, on a exactement le même cas dans le deuxième, mais encore plus voyant. J'y reviendrai pas sur cette perspective, mais dans le deuxième, il y a beaucoup de ça. Et précisément, si le film avait eu un perso en image de synthèse, eh bien là on aurait nos plans entiers, ça c'est certain. Le film, par rapport au deuxième,
est en 2,35. Il fait peut-être un peu plus cinéma, même s'il fait toujours un peu cheap. Et je vais vous parler d'une perspective intéressante, c'est la VF. Le DVD est tout pourri de ce film. Là, ce que vous voyez, c'est tiré du DVD. C'est-à-dire que c'est une VHS qui a été scannée pour faire le DVD. Et c'est le seul DVD francophone dispo. Et je crois qu'on peut courir pour avoir une version Blu-ray, ça c'est sûr. Donc c'est un film qui a du mal à se faire connaître, j'ai envie de dire. Mais moi je me rappelle, j'avais la VHS du deuxième, donc je connaissais le deuxième avant le premier. Ça pose des problèmes. On peut toujours parler des films qui ne sont pas très connus. Il n'y a pas de documentation française sur ce film. J'ai tout trouvé chez les Anglais. C'est pour ça que la critique a mis un peu de temps à être écrite. Il y a beaucoup de succès dans les années 80 qui étaient des films de science-fiction. Et celui-là en fait partie, clairement. Je lui mettrais un 12 sur 20. Vraiment pas plus, parce que le premier je le trouve fade, je le trouve maladroit et je le trouve surtout très très semblable à E.T. C'est une copie d'E.T. C'est vintage, mais ça reste un divertissement honorable pour la famille. Mais je ne pense pas que les enfants d'aujourd'hui voudront le regarder, parce que c'est trop vieux. C'est un divertissement qui est beaucoup trop vieux. Alors peut-être que vos enfants ou futurs enfants... vous pourrez leur montrer ça en premier, comme ça ils ne seront pas tout de suite dégoûtés. Mais voilà, ça reste un divertissement honnête, bien sympathique, gentillet et bon marché. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu le premier avant le deuxième, ou si vous n'avez vu que l'un des deux. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre ressenti sur ce film, si vous avez trouvé que c'était vraiment très bien, s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé ou sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas. Nous allons encore un peu continuer jusqu'à la fin de la journée, cette semaine robot. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait super plaisir de sentir qu'il y a quelqu'un derrière tous ces abonnés, quoi. Parce que des fois, moi je me dis, il y a une masse silencieuse. Alors ça, je veux bien comprendre qu'il y a une masse silencieuse, mais des fois j'ai envie de l'entendre un petit peu, cette masse. Mais oui, non, c'est pas une plainte là, mais c'est une curiosité. Voilà. Moi je suis curieux. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois, presque à chaque vidéo, votre avis un petit peu sur l'affaire, parce que j'ai envie de vous entendre. N'hésitez pas, voilà, à poster des commentaires. Quant à moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!